Good morning. Welcome to day 5 of MS Connect. Bonjour, jour 5. Bienvenue au 5e jour de MS Connect. Je m'appelle Guylaine Bonenfant. Je suis membre de notre conseil d'administration nationale. Je suis honoré d'être votre hôte pour la session d'aujourd'hui et je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir investi de votre temps pour apprendre davantage sur la SEP et la recherche sur la SEP. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que nous tirions parti de l'élan créé par la recherche sur la SEP et que nous allions de l'avant pour découvrir les futures percées qui auront un impact positif sur la vie des Canadiens atteints de la SEP. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos commanditaires pour avoir rendu cet événement possible. Roche Canada et aux commanditaires contributeurs Biogen Canada, Bristol Myers Squibb, EMD Serono Canada, Novartis Pharmaceuticals Canada, PendoPharm, Sanofi Genzyme pour avoir apporté le soutien financier nécessaire à la réalisation de cette conférence virtuelle. Avant de présenter notre conférencière aujourd'hui, permettez-moi de vous faire part de quelques détails d'ordre technique. Les questions peuvent être tapées dans la boîte à questions à tout moment pendant la session. Participez à la conversation en ligne et partagez vos moments préférés de la session d'aujourd'hui en les publiant sur Twitter à l'aide du hashtag MSConnect. Faites entendre votre voix et répondez à notre sondage quotidien sur notre page Twitter à MS Society Canada. Cette session est enregistrée et sera partagée sur msconnect.ca. Pour maintenant introduire notre conférencière aujourd'hui, la Dr Finlayson a commencé sa carrière en tant qu'ergothérapeute, fournissant des services cliniques aux personnes souffrant d'un large éventail d'affections et de limitations fonctionnelles. Après plusieurs années de pratique clinique, elle est retournée à l'université pour effectuer des travaux de 3e cycle en santé communautaire en se concentrant sur les facteurs liés à la mobilité qui influencent la capacité des personnes âgées à accéder aux services sociaux et de santé dans leur communauté. Pendant cette période, elle a également commencé à faire du bénévolat pour la Société de la sclérose en plaques et à mener des recherches pour soutenir des efforts de sensibilisation. Au cours des 20 dernières années, ces liens ont permis au Dr Finlayson de concentrer ses recherches sur la compréhension des modèles et des prédicteurs de l'utilisation des services chez les personnes atteintes de SEP, puis d'utiliser ses connaissances pour développer, mettre en œuvre et évaluer des programmes d'autogestion qui permettent aux personnes atteintes de la SEP d'exercer un choix et un contrôle sur leur vie quotidienne. Les recherches du Dr Finlayson ont été soutenues en partie par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bienvenue, Dr Finlayson. Je m'appelle Marcia Finlayson et je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui et j'aimerais remercier la Société canadienne de la sclérose en plaques de m'avoir invité à venir présenter à la conférence MS Connect cette année. Mon sujet s'intitule « La prise en charge de la fatigue liée à la SP, état actuel des connaissances scientifiques » et ce que je vais tenter de faire sur les prochaines 30 minutes à peu près, c'est de vous faire un survol de ce que nous savons déjà par rapport à la fatigue, comment gérer la fatigue dans le contexte de la sclérose en plaques, ce que les publications nous disent présentement, quelles sont les choses qui sont déjà en processus, donc des nouvelles études et des essais cliniques à venir. Et dans les secteurs qu'on va devoir vérifier dans l'avenir. Donc, débutons. Ce que nous savons sur la fatigue. Alors, ce que nous savons, c'est que c'est déjà très fréquent. Dans les documents publiés, il est suggéré que 70 à 90% des personnes atteintes de la sclérose en plaques éprouvent la fatigue à un moment donné pendant la maladie. Et entre 60 et 70% des gens identifiés, ils disent que c'est la pire symptôme. La pire symptôme qui a un impact sur tous les aspects de leur vie. L'autre chose qu'on sait par rapport à la fatigue, c'est que c'est complexe. C'est multidimensionnel. Donc, il y a des facteurs physiques, cognitif, il y a beaucoup de dimensions, il y a des facteurs de maladie très précis qui contribuent, selon nous, à l'expérience de la fatigue et il y a beaucoup de facteurs non reliés à la maladie. Donc, je vais passer au travers de ces éléments différents dans les prochaines diapos. L'autre chose que nous savons par rapport à la fatigue associée à la SP, c'est qu'il y a beaucoup de répercussions pour les gens qui vivent cette fatigue. La fatigue est une des choses qui, très souvent, mène à une cessation d'emploi et donc ils ne complètent pas leur emploi. La fatigue, également,
a des impacts, des répercussions sur la capacité des gens de pouvoir maintenir leur foyer et faire les activités à tous les jours que nous devons tous faire, que ça soit payer les factures ou voyager pour se déplacer ou faire le ménage de la maison ou nourrir la famille. Tout ça, c'est des conséquences de la fatigue. Donc, en ce qui concerne la difficulté à entreprendre ces activités. Les activités sociales et de loisirs sont fréquemment affectées par la fatigue. Et donc, très souvent, les gens sont moins portés à faire des plans ou s'ils font des plans, ils doivent souvent les annuler. Et en règle générale, ce que nous voyons, c'est un déclin, une diminution en termes de la qualité de vie. Alors, ces informations sur cette diapo ne vont pas sans doute vous surprendre, mais je pense que c'est important de commencer la présentation par ce survol. Nous savons que la fatigue associée à la SP est fréquente, complexe et comporte beaucoup de répercussions. Alors, pour les gens atteints de la SP, on définit la fatigue différemment. Et voici quelques citations de la recherche que nous avons faite. C'est sur des choses précises que les gens qui ont la SP nous ont dit dans notre recherche. Alors d'abord, on nous a dit que la fatigue associée à la SP, c'est comme une fatigue continuelle. Je suis fatiguée à mon réveil, je suis fatiguée lorsque je me couche, je suis fatiguée tout le temps. On nous a également dit que c'est invalidant, c'est frustrant et c'est terrifiant. Et c'est comme une lourdeur constante, comme marcher dans du ciment. On a également entendu dire que la fatigue a cet impact. Je me sens comme si mon monde se rétrécit. Je dispose seulement d'une certaine quantité d'énergie dans ma journée. Les choses agréables se retrouvent à la fin de la liste. Quand j'ai fini mes tâches, je n'ai plus d'énergie. C'est décourageant. Je crois que pour beaucoup de vous qui écoutent aujourd'hui, sans doute qu'une ou plusieurs citations vont vous représenter dans votre propre expérience. Alors, lorsqu'on regarde les chercheurs, en ce qui concerne les chercheurs, ce que nous faisons lorsque nous analysons la fatigue et la gestion de la fatigue, nous devons définir ce que nous tentons de traiter. Donc, il y a plusieurs définitions que nous utilisons dans le contexte de notre recherche. La fatigue de la SP est un sentiment accablant de lassitude ou un manque subjectif d'énergie physique ou de mentale, d'énergie physique ou mentale nuisant aux activités habituelles ou désirées, ou un manque d'énergie ou sentiment d'épuisement. Alors, ce sont les définitions plutôt communes de ce que les chercheurs dans le domaine de la SP voient. Toutes ces définitions sont une expérience subjective, parce qu'il faut demander aux gens qui ont la sclérose en plaques s'ils ont ou s'ils vivent ceci ou pas, parce qu'on ne peut pas nécessairement le voir, le toucher ni le sentir. Les autres façons de définir la fatigue, donc dans le contexte de la SP pour des questions de recherche, c'est que c'est une difficulté à amorcer ou à soutenir un effort volontaire. Alors, il y a des moments où c'est difficile de se lever et de faire de quoi. L'autre façon de le définir, c'est la capacité réduite à faire une activité physique ou mentale. Alors, lorsqu'on analyse ces choses, on pourrait considérer ces mesures objectives de la fatigue. On pourrait tester et voir et attribuer une cote. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la fatigabilité. Donc, c'est l'expérience objective et non subjective. Alors, on croit souvent que, enfin, on pourrait présumer, quand on pense à ces deux choses différentes, on pourrait penser que lorsque quelqu'un dit que la fatigue augmente, donc il y a plus de gens qui témoignent d'une fatigue, ou si je vous dis comment ça va aujourd'hui et vous me dites je suis très fatigué, alors on pourrait présumer que lorsque le rapport personnel augmente, la performance physique et cognitive pour ses capacités va diminuer. On pourrait penser cela. Mais c'est intéressant qu'il n'y a aucune donnée convaincante à l'appui de cette croyance. Il y a eu des essais répétés, beaucoup de pays, beaucoup de méthodes, beaucoup de types de tests, et la plupart de ces éclats cliniques montrent soit un petit lien ou aucun lien entre
l'expérience, ce que quelqu'un dit et ce que nous pouvons mesurer, donc leur capacité de faire quelque chose. Alors, là-dessus, je crois que c'est très important qu'on ajoute une mise en garde et qu'on l'applique, cette mise en garde, à la balance de la présentation. D'abord, il n'y a pas de consensus dans la définition de la fatigue liée à l'ASP. Est-ce que c'est une sensation subjective ou est-ce que c'est un déclin du rendement ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui rentre en jeu? Alors, c'est sûr qu'on pourrait partir à gauche ou à droite, mais mon expertise est dans la gestion de l'expérience subjective de la fatigue. Depuis 20 ans, j'ai passé du temps à examiner ce que c'est la fatigue pour les gens ayant de l'ASP, comment ils se sentent et comment est-ce que ça a un impact sur leur vie. Et ce que j'essaie de faire dans le travail que j'ai déjà fait, c'est de trouver des façons de réduire l'impact de la fatigue sur la vie au quotidien. Parfois, ça veut dire qu'il faut altérer l'expérience subjective, mais très souvent, c'est une question de mieux gérer les choses de façon efficace. Comme ça, les gens peuvent continuer à faire ce qu'ils ont besoin de faire dans la vie au quotidien. Alors, avec cette mise en garde, nous pouvons maintenant avancer. Je voulais quand même dire que grâce à ceci, je ne vais pas parler de l'aspect biologique de la fatigue parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Alors, débutons. Regardons cette idée que la fatigue est complexe. Je l'ai dit au début de ma présentation. Il faut analyser les dimensions de la fatigue pour comprendre comment nous pouvons gérer la fatigue. D'abord, j'avais quand même dit que la fatigue est complexe parce qu'elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs dimensions qui ont été identifiées. D'abord, il y a la dimension physique. Alors, le sentiment véritable que, en fait, la citation que j'avais, où c'était comme marcher dans du ciment, cette lourdeur, cet affaiblissement, la difficulté associée à faire des activités physiques, ne pas avoir de l'énergie physique. Bon, c'est une des façons. Une autre façon dont la fatigue a été décrite par les gens, c'est l'aspect cognitif, la réflexion. Souvent, ce que les gens vont dire, c'est qu'ils vont dire « j'ai l'impression que je suis dans une espèce de brume cervicale. Je ne peux pas organiser mes pensées, je ne peux pas porter une attention particulière, je ne peux pas me coller à une tâche et la compléter. » Il y a également donc une dimension psychosociale ou émotionnelle associée à la fatigue. Donc, s'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de faire, mais qui sont des choses très importantes, les gens se sentent mal. Ils se disent qu'ils ne rencontrent pas leurs obligations. Et ça a un impact sur les émotions, sur l'état, le statut de la personne. Alors, il y a plusieurs facteurs. La fatigue, elle est un trait et un état. Qu'est-ce que ça veut dire? Un trait, c'est quelque chose qu'on vit au fil du temps. Alors peut-être, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez déjà rempli un questionnaire par rapport à la fatigue, peut-être chez le neurologue. Et ça commence toujours par, bon, depuis le dernier mois, est-ce que vous avez vécu X, Y, Z? Donc, vous pensez à une expérience en moyenne sur une période de temps. Ça décrit la fatigue et les traits. Il y a également ce qu'on appelle la fatigue d'état, les choses dans le moment. Alors, si je vous disais aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de fatigue, où 0 c'est 0 fatigue et 10 c'est extrêmement fatigué, et disons que vous avez dit 7, ça c'est un état de fatigue présent. Si je vous posais exactement la même question, peut-être un peu plus tard aujourd'hui, peut-être que votre réponse serait différente. Donc, l'état, la fatigue d'état, c'est très variable dans une journée, alors que le trait, c'est plus stable au fil du temps. L'autre complication, ce qui rend la fatigue complexe, c'est qu'il y a toute une série de maladies possibles. Donc, c'est tout simplement avoir quelque chose qui contribue à la fatigue. Et le bémol là-dessus, c'est que nous ne sommes pas nécessairement sûrs de ce qui contribue
à la fatigue dans le contexte de l'ASP. Donc, il y a beaucoup de travail très intéressant qui se passe autour du monde dans ce domaine. Et les 3 secteurs clés qu'on examine autour du monde sont le fait qu'on vit la démyélinisation, la détérioration axonale. Ça contribue peut-être à la fatigue. Bon, la raison pour ceci, c'est que lorsque vous avez ces dommages, cette détérioration, le corps ne fonctionne pas de façon efficace. Ça prend plus d'énergie pour faire des choses que si on ne vivait pas de détérioration, de démyélinisation. L'autre facteur important, c'est l'inflammation qui se produit à cause de l'ASP et les cellules différentes qui sont impliquées dans cette inflammation. Encore une fois, peut-être que ça rend les choses moins efficaces. Et on a également la possibilité que les réseaux dans le cerveau et la façon dont le cerveau communique, les produits chimiques dans le cerveau, peut-être que tout ça contribue à la fatigue également. Donc, c'est très important de savoir qu'il y a de travail qui se produit dans ce secteur. Et je vous dirais encore une fois que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne vais pas pouvoir poser ou répondre à des questions un peu plus tard sur le côté chimique, mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce secteur-là par des chercheurs. L'autre partie complexe par rapport à la fatigue, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs non liés à la maladie, ce qu'on appelle des facteurs secondaires. La chose la plus importante par rapport à ces facteurs secondaires, c'est que n'importe qui pourrait les vivre. On n'a pas besoin d'avoir la sclérose en plaques pour vivre ces autres choses. Si vous êtes malade, vous avez une infection, peut-être que vous sentez plus de fatigue. Si vous avez de la dépression, vous allez également sentir la fatigue. Si vous avez un déconditionnement physique, vous n'êtes pas très en forme, ça contribue à la fatigue, des troubles de sommeil, etc. Donc, toutes ces choses sont en dehors du processus de la maladie. Ces choses pourraient être vécues par n'importe qui, peu importe s'ils ont la sclérose en plaques ou pas, mais ils contribuent à toute expérience de fatigue chez les gens ayant la sclérose en plaques. L'autre chose que je voulais soulever ici, c'est qu'il faut ne pas oublier que lorsqu'on réfléchit aux conséquences de la fatigue chez les gens ayant l'ASP, la fatigue a un impact négatif sur les choses qu'on veut faire, qu'on doit faire ou qu'on devrait faire. Et donc, il y a beaucoup de complexité associée à toutes ces activités. Donc, par exemple, si vous pensez à l'activité d'être parent, par exemple, ou d'être avec les membres de la famille, ou d'être avec les amis. Bon, il y a des personnes différentes, dans des environnements différents, dépendant de ce qu'on fait. On a besoin de compétences et de connaissances différentes. Peut-être qu'il nous faut de l'équipement différent. Peut-être que ça prend du temps différent. Peut-être que c'est fait à des moments différents de la journée. Et il y a quand même des attentes par rapport au comportement, ce que vous allez faire et ce que vous allez réaliser. Alors, la chose la très importante à retenir ici, c'est que vous avez une situation où vous avez un symptôme complexe, donc la fatigue. On a dit que c'était multidimensionnel. Il y avait des aspects associés à la maladie, des aspects non liés à la maladie. Et ensuite, il y a des activités qu'on a envie de faire, qu'on a besoin de faire ou qu'on s'attend à faire. Donc, ça comporte beaucoup de dimensions. Et ces deux choses-là, ensemble, c'est ce qui a un impact sur la vie quotidienne. Donc, c'est une série de situations très complexes qui font une grande différence dans l'expérience et comment nous devons réfléchir à la gestion. Alors, nous avons des symptômes complexes, un symptôme complexe ayant des répercussions complexes et donc, on a besoin d'avoir un traitement graduel et à plusieurs volets. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent donc en termes de recherche? Quelles sont les approches qui ont été étudiées? Il y en a 3 en gros. Il y a l'aspect de ce qu'on appelle l'autogestion, la gestion de l'énergie. C'est soit une combinaison d'éducation patient, des consultations avec un thérapeute, des développements de compétences, peut-être que vous avez reçu ceci, soit avec un groupe ou en solo. Il y a également l'exercice. L'exercice a définitivement l'avantage d'augmenter la conscientisation et des avantages à gérer la fatigue et des médicaments. Donc, ça serait les 3 approches en général qu'on examine. Et ce qui est important par rapport à ces 3 choses,
c'est qu'il y a un élément comportemental. Autrement dit, les gens qui ont la SP doivent faire quelque chose pour résoudre le problème. Donc, même si vous pensez aux médicaments, il faut quand même faire quelque chose. Et il faut prendre les médicaments à l'heure, sur un horaire précis, et il faut rester cohérent. Si vous faites de l'exercice, vous devez faire de l'exercice régulièrement pour bâtir votre capacité sur une période de temps, ces choses comme ça. Et si vous faites de l'éducation patient et le développement des compétences, vous devez en fait pratiquer les choses que vous voulez apprendre et les mettre en place dans la vie de tous les jours. Alors, il faut considérer que lorsqu'on analyse toutes ces choses et lorsqu'on dit que vous devez faire quelque chose pour participer à ces interventions, et si on dit que oui, c'est du travail, ce n'est pas un processus passif, eh bien, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à votre capacité de faire quelque chose, de participer et de gérer la SP. Alors d'abord, il faut en fait avoir la capacité de faire des choses. Ça veut dire que vous avez les compétences, les connaissances, la capacité pour pouvoir vous engager dans le comportement. Il faut également avoir la motivation pour le faire. Il faut vouloir apporter des changements pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Et vous devez avoir la possibilité. Alors ça veut dire véritablement que votre environnement vous appuie, vous soutient et vous permet de vous engager dans des comportements comme ça, le travail, les efforts. Alors on a un système complexe, des impacts complexes et pour pouvoir gérer, on a des stratégies différentes qui nécessitent du travail et ce travail comporte beaucoup de dimensions. Si on retire la possibilité et on a juste la capacité à la motivation, ça va être difficile de faire le travail. Si on a la capacité et on a l'occasion, mais on n'a pas la motivation, ça va être difficile de faire le travail, faire les efforts. Alors, toutes ces choses jouent dans les considérations lorsqu'on tente de développer des interventions et lorsqu'on teste les interventions par le biais de la recherche pour permettre aux gens ayant la SP de gérer leur maladie et leur fatigue. Donc, quelles sont les approches par rapport à ce sujet? Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'approches. Ici, on a des exemples de 6 articles, ce qu'on appelle des articles de révision, de revue. Donc, c'est des revues systématiques. Ce que les auteurs font, c'est qu'on y va, on analyse toute la science complétée jusqu'à présent, on analyse toute la recherche, on fait une compilation, et par la suite, et on tire des conclusions basées sur les conclusions de d'autres essais. Donc, ils auraient analysé ce qui existe déjà et ce que les données probantes nous disent. Et ce qu'on trouve jusqu'à présent, donc les questions par rapport aux données probantes aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est qu'il faut vraiment être prêt à gérer la fatigue de façon active. Donc, les gens qui ne sont pas motivés, qui trouvent que ce n'est pas le bon moment, ils vont devoir gérer ça différemment. Pour que tout ça soit efficace, la thérapeute ou les cliniciens qui sont impliqués disent aux gens qu'il faut recadrer la pensée par rapport au potentiel. Donc, si vous ne pensez pas pouvoir gérer la fatigue, ça va être difficile de gérer. Et donc, il faut travailler avec les gens pour recadrer leur façon de penser. Il faut également permettre aux gens de développer des connaissances et des compétences. Donc, il n'y a pas de baguette magique. En fait, il faut aider les gens à développer les connaissances et les compétences pour pouvoir agir et prendre charge de la fatigue. Et c'est très important de créer et renforcer la confiance. Si les gens n'ont pas la confiance, ils vont avoir beaucoup de mal. Alors, dans toutes ces 3 approches, particulièrement l'aspect éducatif, l'éducation, l'exercice, si on n'a pas ces choses en place, ça sera très difficile d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous avons découvert lorsque nous avons fait de la recherche, particulièrement dans le domaine d'éducation des patients, les stratégies de comportement pour appuyer les secteurs. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a certains endroits ou certaines choses plutôt qui sont faciles à mettre en place, d'autres choses qui sont plus difficiles à mettre en place. Alors, je vous donne un exemple. Établir des priorités. Passer de l'énergie basée sur les priorités. Bon, c'est plus facile de ajouter des pauses dans une journée. C'est plus facile de faire des choses lorsqu'on bouge. Donc, on n'est pas en train de
dépenser trop d'énergie ou on peut compléter les choses, déléguer des choses à d'autres, ça marche. Et communication, communiquer les besoins. Ce sont des stratégies. La recherche nous dit que ces stratégies rendent les tâches plus faciles pour les gens ayant la SP. Les choses plus difficiles à faire, donc ce qui pourrait suggérer qu'il faut trouver d'autres façons d'appuyer le travail des gens, c'est ce qu'on appelle le positionnement ergonomique du corps. Donc, vous utilisez votre corps au moment où ça fonctionne le mieux. Travailler ou modifier des hauteurs de poste de travail. Donc, si vous êtes toujours en train de vous pencher pour faire quelque chose, ça prend plus d'énergie que d'être debout. Et donc, vous allez peut-être devoir changer la hauteur d'un comptoir ou d'une table. C'est plus difficile à faire. Et c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre monde ou dans votre maison et pour qui ce n'est pas très convenable. Donc, ça va nécessiter une négociation. L'utilisation d'équipements, ça c'est souvent plus difficile parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Il faut apprendre à utiliser un équipement, le maintenir. Et donc, ça sera peut-être utile au long terme, mais au court terme, c'est plus difficile de mettre en place. Éliminer des étapes d'une activité, ça ne peut pas gérer la fatigue, mais c'est difficile pour que les gens font les choses différemment. Et ensuite, il y a l'équilibre entre le travail et le repas. Et ça, c'est pas évident parce qu'on a toujours envie de continuer. Alors, quels sont les facteurs influents sur le choix des stratégies? Qu'est-ce qui est en place? Donc, il y a 3 choses qui ont ressorti dans le travail fait jusqu'à présent, qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres facteurs complexes qui influencent la capacité d'une personne d'utiliser des stratégies pour gérer la fatigue. Alors, d'abord, c'est l'expérience avec la maladie. Si votre SP est stable, vous n'avez pas beaucoup de difficultés, vous n'avez pas besoin d'utiliser autant des stratégies pour gérer la fatigue, même si vous avez un peu de fatigue, la motivation, donc, elle est moindre. Et c'est plus difficile d'utiliser les stratégies quand la fatigue cognitive et la dimension que vous vivez, parce que c'est plus difficile de passer au travers et d'appliquer des stratégies en règle générale. L'autre chose qu'on a trouvé dans la recherche, c'est que votre conscience de soi, alors qui vous êtes comme être humain et ce qui est important pour vous, ça fait toute la différence lorsque on tente de gérer sa fatigue. C'est plus facile d'utiliser des stratégies lorsqu'on est prêt à changer parce que on a dit oui, moi mes priorités à vie sont à compromis et ça ne va pas et donc je vais apporter un changement parce que j'ai envie de faire les choses qui sont importantes pour moi. Et le dernier facteur, c'est les facteurs environnementaux. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appliquer des stratégies lorsqu'on reçoit du soutien à la maison et au travail. Ça facilite grandement les choses. Alors, ce n'est pas des grandes surprises, mais je pense que c'est important de les mentionner parce que ça a un impact sur l'avenir et ce que nous devons faire pour apprendre plus. Alors, quelles sont les premières constatations, les facteurs qui influent sur le succès en termes de s'engager dans la gestion de fatigue et les stratégies associées? D'abord, on a appris, nous apprenons présentement que le moment d'intervention est essentiel. Le moment de l'intervention fait une différence. Si par exemple, vous êtes en clinique sclérose en plaques et vous dites « Je suis prêt, je dois changer, j'ai envie de gérer ma fatigue ». Si vous devez attendre pour obtenir une intervention, c'est le temps d'attente qui réduit les avantages. Donc, il faut être capable de fournir de l'aide en temps opportun pour maximiser. L'autre chose qu'on a appris, c'est que l'âge et le sexe font une différence en ce qui concerne les succès de ces stratégies. Donc, les plus jeunes ont tendance à avoir des plus grandes réductions d'impact de fatigue lorsqu'ils s'engagent dans ces choses. Autrement dit, ils s'engagent dans les stratégies et ils ont plus de résultats, moins d'impact sur la vie au quotidien. On a également trouvé que même si la gestion de la fatigue et les interventions portent sur la gestion de la fatigue,
les hommes ont tendance à avoir plus de bienfaits accrus sur la santé mentale. Il y a d'autres impacts. Donc, c'est pas juste une question de fatigue. Il y a d'autres choses qui arrivent également. Et le degré d'incapacité, ça a un impact sur le succès. Donc, les gens qui vivent moins d'incapacité ont une meilleure santé mentale et une meilleure rétention des gains. Donc, ils retiennent ces gains pendant plus longtemps. On sait également que les gens qui ont d'autres maladies concomitantes, donc d'autres comorbidités, ça change la trajectoire de l'amélioration. Donc, si ils ont d'autres conditions complexes, chroniques, ou peut-être qu'ils ont le diabète, là où il y a beaucoup d'activités associées à la maladie, à ce moment-là, c'est plus difficile de tirer un avantage de la gestion de la fatigue parce que tout d'un coup, on a toutes ces autres stratégies, plus encore une autre stratégie. Et ensuite, quand on tente de réunir toutes ces stratégies, ça peut être plutôt complexe pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la suite dans le secteur de la recherche? Bon, j'ai diminué ceci en 4 catégories. Il faut savoir d'abord quoi faire en termes de séquence du contenu. Donc, j'ai dit, par exemple, qu'il y a des interventions éducatives, comportementales pour donner des stratégies aux gens qui peuvent appliquer au quotidien pour gérer la fatigue. Il y a des interventions au niveau de l'exercice et également des médicaments. Donc, quel est l'ordre de priorité? Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris entièrement. Donc, c'est important pour l'avenir de notre recherche. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est quand. Quand donner cela? Est-ce qu'on donne cela tôt? Tôt dans le processus de la maladie? Est-ce que c'est comme un cours qu'on fait une fois par semaine pendant 6 semaines et après on fait un dernier cours pour nous rappeler de tout ce qu'on a appris? Qu'en est-il du temps? Donc quand? À quelle fréquence? À quelle fréquence est-ce qu'on a besoin d'une autre séance de formation pour nous rappeler de ce qu'on a appris? L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est comment nous allons livrer ces interventions. Est-ce qu'on livre en personne? Est-ce que c'est en face à face? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce qu'on fait ça via la technologie? Alors, clairement, aujourd'hui, dans un monde de la COVID, on fait beaucoup de choses qui sont appuyées par la technologie, beaucoup de choses qu'on pensait jamais faire sur les plateformes. Mais c'est toujours une question parce que c'est pas tout le monde qui a un accès ou un accès facile à un centre de l'ASP ou un centre de réadaptation près de chez eux. Et donc, on s'est toujours posé la question, mais maintenant, c'est encore plus important à cause des questions associées à la COVID. Et la dernière chose qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est qui? Qui profite le plus? Et c'est à quel moment dans la maladie, le cours de la maladie, que les gens vont bénéficier. Il faut réfléchir à cela. Donc, ce sont des grandes questions pour l'avenir de la recherche. Alors, que se passe-t-il sur le terrain présentement? Quelle recherche se fait? Ce que j'ai fait pour répondre à cette question, c'est que j'ai analysé donc un site web qui s'appelle clinicaltrials.gov. C'est un site web avec l'Institut national de la santé aux États-Unis et les chercheurs impliqués dans les essais cliniques enregistrent leurs essais cliniques. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez aller voir sur ce site web et analyser la recherche qui se fait. Vous pouvez trouver des traitements, vous pouvez trouver toutes sortes de choses sur le site web. Donc, je suis allée sur le site web et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait 86 essais portant sur divers aspects de la fatigue liée à l'ASP. Donc, 86 essais sont en cours. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que ces essais cliniques se produisent autour du monde. Et voici une liste des pays où on fait des essais cliniques comme ça. L'autre chose intéressante, c'est toute une gamme d'interventions qui sont de plus en plus en place. Donc, j'ai parlé d'exercice. Oui, ça, c'est une des approches communes, une des 3 approches les plus communes. L'autoprise en charge de la maladie. Donc, ça, c'est le bien-être, la gestion de l'énergie, la thérapie cognitivo-comportementale. On commence à avoir des essais cliniques sur l'alimentation, le rôle de l'alimentation. Il y avait un essai clinique très intéressant sur l'hypnose.
les médicaments, évidemment, et clairement, stimulation transcrânienne à courant continu. Donc, c'est des courants électriques très légers qui passent au travers du cerveau pour analyser si oui ou non ça fait une différence au niveau de la fatigue. Donc, il y a des essais cliniques très intéressants. Alors, juste pour vous donner une idée, j'ai choisi quelques essais cliniques qui m'intéressent et parfois c'est des essais cliniques dans lesquels je suis impliquée. D'abord, on a l'étude Refresh. C'est en progrès. C'est fait par un institut de recherche aux États-Unis, Patient-Centered Outcomes, Dr. Plow, avec l'Université du Ohio. Men, c'est le chercheur. Il y a 2 groupes de collaborateurs, à Dalhousie et à Queens. Moi, je suis impliquée comme collaboratrice. Et ce qu'on tente de faire, c'est de recruter 600 personnes atteintes de l'ASP et on les divise de façon aléatoire à 1 de 3 groupes. Soit ils obtiennent l'intervention en service individuel, donc avec un thérapeute. Parfois, on le fait par Zoom, on le fait par téléconférence et on le fait sur Internet. Et l'hypothèse est que si on a le même contenu à n'importe quel moment, ce n'est pas important comment c'est livré. Alors, n'oubliez pas que je vous ai dit que les prochains secteurs pour la recherche de l'avenir, c'est le quoi, le comment, et d'autres avantages. Ici, on gère le comment. Comment gérer et comment livrer et comment est-ce que ça a un impact. Un autre exemple, c'est que ça, c'est un essai clinique sur un traitement entièrement autogéré. Alors ça, c'est financé par la Société canadienne de la sclérose en plaques. On a presque terminé. On a des collaborateurs de l'Université de l'Alberta et on a à peu près 150 personnes. On s'est concentré sur les gens qui ont un degré de fatigue, un niveau de fatigue de léger à modéré. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un site web qui s'intitule MS Inform. Et les gens peuvent avoir de l'information standardisée et ce qu'on croit, c'est qu'avec MS Inform, ce qui nous permet de parcourir à notre gré les choses qui nous intéressent et ce genre d'information sera mieux que les soins ordinaires. Les gens peuvent établir des objectifs, identifier des gammes de fatigue, analyser des stratégies différentes, choisir des stratégies qui se jumelent à ce qu'ils font. Et un autre essai clinique, donc qui se produit présentement, s'intitule My MS Toolkit. C'est une trousse d'outils complète pour les gens ayant la sclérose en plaques. Ce n'est pas limité à la fatigue, mais c'est un petit essai clinique qui se fait à l'Université du Michigan. Et ce qu'ils ont dit, c'est que si on fournit du coaching et si on appuie l'utilisation du site web aux gens, à ce moment-là, ça sera faisable et acceptable et peut avoir des avantages. Et une des choses qu'on analyse, c'est donc la fatigue. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient dans le monde? Qu'est-ce qu'il vous faut véritablement pour régler certaines difficultés? D'abord, il y a toute une discussion émergente qui se produit dans la littérature. Et si vous vous souvenez au début de la présentation, j'ai dit que nous n'avons pas une seule définition de la fatigue. Bon, les gens disent que oui, la fatigue c'est subjectif, c'est objectif, etc. Et donc l'argument dans la littérature présentement, c'est que si on ne peut pas le définir, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas trouver une façon de rectifier le problème. Donc maintenant, le problème ou la question, c'est est-ce qu'on devrait renommer la fatigue associée à l'ASP? On a 200 ans d'observation fréquente et donc est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'on a appelé la fatigue, mais est-ce qu'on peut redéfinir, réétiqueter ce que c'est la fatigue? Je pense que ça sera très intéressant. L'autre chose qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de décortiquer les efforts, les comportements. Alors, il y avait une revue récente qui analysait le travail, l'effort nécessaire pour gérer une condition chronique. Et les auteurs ont trouvé que les gens ont le plus de difficultés à gérer une condition
chronique lorsque les stratégies sont cognitives ou invisibles aux autres versus quelque chose de visible. Si les gens doivent faire du travail seuls, et si les gens consomment des ressources, le temps, l'argent, l'espace, le voyage, le déplacement, c'est plus lourd, c'est plus complexe. Alors, si vous vous souvenez, j'ai parlé de stratégies plus faciles et plus difficiles, mais il faut analyser tout ça en plus de profondeur. Et dans le contexte de ces dimensions différentes, il faut les analyser également parce que je crois que ça va nous permettre de choisir les choses qui vont aider les gens. On veut leur donner des ressources, on veut qu'ils soient créateurs de ressources, comme ça ils peuvent avoir l'appui nécessaire. L'autre chose qu'il faut absolument faire dans ce secteur de la recherche, c'est qu'il faut relier les éléments subjectifs aux éléments objectifs. Alors, vous avez l'expérience de la fatigue associée à la SP et lorsque vous ne le dites, on ne peut pas le mesurer, par contre, de façon objective. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui se produisent maintenant pour identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs de la fatigue liée à la SP. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ce secteur-là. Donc, on peut avoir des mesures d'IRM où quelqu'un va dire « Ah, la personne va se fatiguer. Oh, la fatigue s'améliore. » Est-ce que c'est un marqueur sanguin, donc dans le temps? Est-ce que c'est une vitesse d'exécution des tâches? Est-ce que c'est autre chose à laquelle on n'a pas encore pensé? On a besoin de tout ça parce qu'on a besoin de déterminer s'il y a des types de changements particuliers dans la performance objective. Donc, peut-être que c'est la vitesse, la qualité, la précision et ces choses contribuent à une augmentation de la perception de la fatigue. Est-ce qu'on peut faire ce lien? On a besoin de ces choses-là. Comme ça, on peut mieux mesurer la fatigue, mieux comprendre la complexité et les répercussions de ce symptôme. Et ensuite, la chose la plus importante encore, c'est de trouver la meilleure façon de franchir le pas en matière de soins dans le contexte de la SP. Et il faut passer de ce que nous savons de la recherche à ce que nous pouvons offrir de façon systémique dans le traitement de la SP. Parce que si on ne peut pas transmettre, si on ne peut pas passer des études à la vraie vie, en réadaptation ou ailleurs où vous allez chercher vos soins, si on ne peut pas faire le pas, à ce moment-là, tout le travail sera de beaucoup moins de valeur. Il faut être capable de comprendre. Donc, une fois qu'on comprend tout ceci, il faut savoir comment former nos neurologues et nos infirmières et nos ergothérapeutes et nos physiothérapeutes et nos psychologues pour que les gens puissent utiliser les meilleures données probantes pour mieux gérer la fatigue. Et donc, ça, c'est une chose clé pour l'avenir. Alors, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. J'aimerais reconnaître mes chercheurs collaborateurs multiples. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec certains et certaines sur ce domaine de la fatigue et j'aimerais également reconnaître que sur le cours de ma carrière et de mon travail, j'ai eu des bailleurs de fonds des études de plusieurs groupes et sans l'aide de ces groupes, je n'aurais pas pu continuer mon travail. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et j'espère qu'il y avait quand même quelques éléments qui vous ont intéressé et j'ai hâte à nos discussions et j'ai hâte à vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr. Finlayson. Nous apprécions beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, veuillez taper votre question dans la boîte à questions et nous allons les modérer. Et on espère avoir donc votre participation avec les questions. Nous avons une question déjà ici qui vient de A. Russell. Est-ce qu'il y a des différences entre la fatigue et le PPMS et progressif primaire? Alors, l'information que j'ai fournie dans la présentation, vous pouvez voir qu'il y a deux types de définition de fatigue subjective et objective. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a très peu de différence dans les gens qui décrivent la fatigue ou des questions de rendement. Alors, selon les preuves que nous avons, la réponse serait non en ce moment. C'est intéressant. Alors, ne vous gênez pas, n'hésitez pas à voir si vous avez des questions. Et pour mieux comprendre, donc, avec le docteur et sa recherche.
Alors, merci de Corinne Kagan. Certaines fatigues sont tellement subjectives. Quelle est la meilleure façon de le mesurer, le meilleur outil? Alors, en ce moment, il y a différents outils disponibles. La plupart d'entre vous avaient vu peut-être alors l'échelle d'impact de la SEP et l'étude clinique. C'est 21 questions qui vous posent, qui parlent de différents aspects. Par exemple, sur les 4 dernières semaines, est-ce que vous avez expérimenté des difficultés à faire quelques activités ou des difficultés à votre concentration? Alors, ces outils sont utilisés à l'échelle internationale et traduits aussi en différentes langues et donc qui s'échelonnent selon le temps. Alors, ce que nous avons en ce moment, les outils les plus utilisés, alors, les cliniciens, les chercheuses les utilisent régulièrement pour faire le suivi de la fatigue. Une question de Bruno Calagucci de Toronto. Quand vous mentionnez les médicaments, est-ce que cela inclut la marijuana médicinale? Pour être honnête, je n'ai pas vu l'utilisation de la marijuana médicinale dans la littérature sur la fatigue SEP. Mais je n'ai pas regardé non plus en détail. Alors, c'est peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant. D'accord? Et Dwayne Lockman, des États-Unis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler la motivation? Alors, ça, c'est toujours un défi intéressant, n'est-ce pas? Alors, une des choses, alors, je suis un ergothérapeute. Alors, ce que nous faisons, c'est ce qui est important dans votre vie quotidienne. Alors, si je vous parlerais de ce qui vous stimule, ma question serait, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Quelles sont les activités importantes qui ont du sens pour vous? Et de voir pourquoi est-ce que c'est important pour vous et d'utiliser cela comme un outil. Parce que si vous avez un but spécifique, un objectif de faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile plutôt que simplement une gérance générale de la fatigue. Je veux gérer ma fatigue pour que je puisse après passer du temps avec ma famille ou jouer à des jeux avec mes enfants, ce type de choses. Alors, c'est ce qui peuvent motiver les gens et les engager dans ces activités. Alors, j'ai perdu mon audio avec vous. Oui, OK, on vous entend maintenant, d'accord? Alors, Elisa Murphy, merci. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que la fatigue n'a pas d'effet cognitif ou sur le déclin de la performance? Je ne dirais pas qu'il n'a pas d'effet, mais les évidences, les preuves, nous supposons automatiquement que la performance diminue avec la fatigue, mais les recherches n'ont pas supporté cela, ne l'ont pas appuyé. Alors, c'est un problème perplexe. Il n'y a pas une explication précise pour cela, mais ce sont des constatations que nous voyons. Alors, peut-être que vous vous sentez vraiment exténué physiquement, mais lorsqu'on teste les gens, ce n'est pas nécessairement lié avec... alors, ça peut aller contre ce que nous pensons, mais c'est ce que nous trouvons dans la littérature. Alors, je n'ai pas une bonne explication là, sur ce point. Alors, oui, on doit faire plus de recherches. Nicole Tiller, est-ce que c'est une bonne façon de déterminer combien d'exercices vont aider la fatigue versus l'empirer? Oui, ça, c'est un problème intéressant. Si votre expérience subjective, c'est que vous vous sentiez fatigué, peu de motivation, et
ce n'est pas un problème unique avec les problèmes avec la SEP. Beaucoup de gens parfois ne sentent pas le désir de faire de l'exercice. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de travailler avec quelqu'un qui connaît la SEP et de pouvoir faire des exercices gradués parce qu'on peut commencer et penser que vous allez faire une quantité maximale, mais il faut aller tranquillement. Il y a certaines choses qu'on doit faire selon une séquence. Je suis une ergothérapeute, non pas spécialisée dans des exercices. Je ne connais pas l'ordre à vous donner, mais il faut que vous travailliez avec quelqu'un qui connaît les exercices et qui connaît la SEP pour vous aider à vous intégrer à un programme pour pouvoir vous mesurer avec le temps. D'accord? C'est merveilleux. Andrew Schutt d'Ottawa. Merci beaucoup pour vos questions. Merci aussi pour cette présentation informative. Qu'est-ce que vous suggérez pour la gestion de la fatigue ou des ressources que nous pourrions accéder? Mais concernant certaines ressources, la MS Connect a une brochure qui s'appelle MS Fatigue. C'est comme un livret et elle contient plusieurs ressources. Je pense qu'une bonne place à commencer. L'autre chose aussi que j'encourage les gens qui commencent et qui essayent de comprendre leur fatigue, c'est prenez l'habitude de passer du temps régulièrement chaque jour à évaluer votre état de fatigue. J'ai parlé de très long terme et l'état qui est dans le moment présent. Alors, je recommande aux gens de prendre un temps dans la journée, peut-être avant le dîner ou après, et sur une échelle de 1 à 10, mesurez votre fatigue. Alors, 1, 0, si vous n'êtes pas fatigué du tout, et 10, vous êtes extrêmement fatigué. Et prenez note de ce que vous faites juste avant. Qu'est-ce que vous avez fait? Une des choses que j'ai découvert avec le travail que nous faisons, c'est que nous devons vraiment penser attentivement à ce qui se passe dans notre vie et les choses qui se passent. Et si vous pouvez garder un agenda où vous êtes à telle heure de la journée et vos activités, alors vous allez pouvoir donner au thérapeute avec lequel vous travaillez une certaine direction ou certains secteurs de modification. Alors, je pense, pour des choses très pratiques, tous les facteurs secondaires qui influencent la fatigue, comme les effets secondaires des médicaments ou peu de sommeil, infection. Alors, c'est important de regarder à ces choses et de dire, d'accord, peut-être que vous avez un nouveau médicament. Est-ce que vous comprenez les effets secondaires de ce médicament? Si vous avez des questions, parlez à votre pharmacien, à votre médecin. Parce que parfois, les gens, on peut avoir des modifications aussi sur le temps de prendre le médicament. Et si vous regardez à certaines choses, par exemple, le sommeil, vous n'avez pas un bon sommeil, vous allez avoir beaucoup de fatigue durant la journée. Alors, il y a beaucoup de bonnes ressources sur l'hygiène, des façons d'améliorer donc aussi le sommeil. Il y a aussi de bons outils concernant la thérapie cognitive pour améliorer le sommeil. Alors, lorsque vous voyez toutes ces différentes composantes de la fatigue, prenez soin de voir les autres choses que tout le monde expérimente pour comprendre donc les effets secondaires des médicaments. Assurez-vous d'avoir assez d'air frais, de l'exercice et d'autres stratégies aussi. Travaillez comment vous passez votre temps, les choses qui sont importantes pour vous, les priorités pour vous. Et aussi, peut-être, c'est une question de s'ajuster durant la journée ou de pouvoir diviser une activité sur plusieurs jours. Alors, il y a beaucoup de choses. Je commence avec un cahier ou une brochure de la MS Society et essayer de donc faire le suivi de votre fatigue et de comprendre les déclencheurs, ce qui déclenche votre fatigue. Oui, très personnel et le contexte est très important. Oui, le contexte, c'est vraiment important. D'accord. Notre prochaine question, Dava. Quelles ressources sont disponibles
pour l'employeur lorsque la fatigue est trop grande? Évidemment, c'est un problème très subjectif et personnel, mais la réponse à cette question varie. Ça va dépendre quel type d'organisation avec laquelle vous travaillez. Si vous travaillez dans une grande entreprise, alors vous allez sûrement un service de santé et sécurité où vous pouvez aller et ils peuvent vous aider avec certaines accommodements. Certaines situations, parfois, votre demande, vous aurez besoin d'une évaluation d'un ergothérapeute professionnel pour avoir des recommandations au travail et aussi donc avoir une adaptation, une accommodation d'ergothérapeute au travail. Si vous travaillez dans une entreprise plus petite, c'est peut-être plus difficile. Vous avez le droit de faire des demandes d'accommodement, mais peut-être que simplement vous devriez travailler avec un médecin pour avoir une référence, pour avoir un ergothérapeute professionnel, pour venir faire une évaluation sur votre poste de travail. Alors, c'est là que je commencerai. Mais vous pouvez avoir des accommodements pour gérer la fatigue au travail. Il y a des choses en place pour cela. Ah, merci beaucoup. Très bon conseil. Scott Gunnan de Toronto demande quelle est la règle positive négative de la caféine dans la gestion de la fatigue avec SEP? C'est une bonne question et je ne connais pas la réponse, malheureusement. D'accord. Je pense que une des choses qui a été discutée plus récemment concernant la diète, et cela fait du sens quand on y pense, ce que nous ingérons dans notre corps. Alors, nous avons commencé simplement à voir l'impact de la diète sur la fatigue et ce serait intéressant de suivre cette littérature et de voir les recommandations qui en sortiront. Mais en termes spécifiquement de la caféine, désolé, je ne peux pas répondre. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de notre période de questions aujourd'hui. Nous laissons de la place à d'autres discussions, à d'autres sessions de MS. Alors, merci beaucoup, Dr. Finlayson. Bienvenue. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui, mais n'oubliez pas de visiter le site msconnect.ca pour en savoir plus sur les produits et les services disponibles et pour voir les travaux des jeunes chercheurs en SEP. J'aimerais prendre aussi un moment pour rendre hommage à l'un de nos commanditaires contributeurs de MS Connect, Sonified Genzyme, dont le programme de soutien aux patients MS One-to-One est disponible pour aider les personnes dans leur parcours de traitement de la SEP. Joignez-vous à nous plus tard dans la journée pour la session du panel des jeunes adultes. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Transformer les preuves en solutions pratiques pour la vie de tous les jours. La session d'engagement social des jeunes adultes, très attendue, se terminera aujourd'hui. Ne manquez pas cette occasion d'entrer en contact avec la communauté de la SEP. Et enfin, merci encore au Dr. Finlayson d'être ici aujourd'hui et merci à vous tous d'être présents.